Ok, alors entre-temps, je me suis rendu compte qu'il y avait encore une petite faute qui s'est glissée. Je suis désolé, ça arrive. C'était un développement en live. Pour me rendre compte qu'on avait un x au lieu d'un L demi, ici un petit peu plus loin dans l'expression de L1,4. Bon, ceci nous donne en réalité des expressions qui sont un petit peu lourdes, qui sont donc ces deux équations-là, qu'on peut combiner, et ensuite, tout calcul fait, et après simplification, on obtient MPL fois θ divisé par 2, et ensuite multiplié par L carré plus 4LX moins 4x carré. Je ne vous cache pas que j'ai fait la simplification sur une feuille à côté, parce que les résultats commencent à me paraître un peu bizarres. On vérifie par exemple notamment que si x est égal à L demi, on va bien récupérer la même expression que ce qu'on avait tout à l'heure. Idem, idem que le cas précédent. C'est-à-dire on va récupérer u est égal à 8 mp fois delta 0. C'est-à-dire 4 mp Lθ, puisque si on remplace le θ par sa définition, ça fait 8 mp delta 0. Ok. Et donc en égalant W, dont l'expression était donnée tout à l'heure, 1 tiers de L carré P delta 0, on va obtenir donc U égale W. Donc on a MP fois L sur 2 fois θ. La définition de θ, je la reprends là-haut à droite. Donc 2 delta 0 sur L fois 2 delta 0 sur L. Les L se simplifient, les 2 se simplifient. Fois, je vais écrire la fraction là-bas qui est une fonction de x, qui est le seul endroit où x apparaît. Donc tout ceci est égal à 1 tiers de L carré P delta 0. Les delta 0 se simplifient. Et donc P, qui est la sollicitation correspondant à la ruine, est égal à 3 fois MP sur L carré fois f de x. Et en fait, si on regarde maintenant l'expression de f de x, en fonction de x, compris entre 0 et L, on se rend compte qu'on a une fonction qui fait ceci, qui est minimum. En réalité, cette fonction est très plate. Elle est aussi symétrique, c'est assez logique. Et elle a un minimum qui vaut très exactement 8. De manière à ce que on récupère bien ici un minimum qui vaut 24 mp sur L carré, qui est la valeur qu'on avait calculée tout à l'heure. Donc tout ceci pour vous dire qu'on a mis un petit peu de difficulté dans l'exercice, et que on a obtenu un P, une charge à la ruine qui dépend de x, et on a dû l'optimiser. Donc c'est-à-dire qu'on a écrit que la dérivée de P par rapport à x est égale à 0, de manière à avoir un minimum. On vérifie qu'effectivement on a bel et bien un minimum, et ceci nous dit que x est égal à L demi, et donc ça veut dire en fait que le cas qu'on avait étudié précédemment, qui était le cas symétrique, avec un P plus de 24 mp sur L carré, correspondait bel et bien en réalité au minimum. Ok, donc en soi c'est logique. Si c'est symétrique, il y a quand même de fortes chances à s'attendre à ce que le mode de ruine apparaisse de manière symétrique, parce que les moments vont atteindre leur valeur maximale. Imaginez simplement la réponse élastique. Les valeurs des moments vont atteindre leur valeur maximale en même temps selon des règles de symétrie. Et donc c'est logique que le faciès de rupture soit un faciès qui soit symétrique. Ok, alors, bon, tout ça pour vous dire que vous montrer comment ça fonctionne quand on a un paramètre qui rentre dans le problème. L'exemple suivant que je voulais traiter avec vous, c'est celui d'un barrage, qui est un barrage qui est une dalle donc encastrée sur 3 bords, 1, 2 et 3, et qui est soumise à une charge hydrostatique, donc qui part de 0 au sommet et puis qui vaut P0 en dessous.
les dimensions du barrage sont une hauteur h et une largeur L. Vous voyez qu'on a gardé ça comme un paramètre, on a varié les rapports d'aspect de ce barrage en disant qu'on va étudier ça en fonction du paramètre bêta, qui est le rapport hauteur sur largeur. Donc bêta grand correspond à un barrage assez trapu, et bêta petit correspond à un barrage plus large comme celui-là. Alors voilà les faces de rupture que j'ai imaginées pour vous. Le premier, il est symétrique avec un point de rupture qui passe ici par le sommet. Il n'y a pas de raison qu'il passe par le sommet, on pourrait très bien avoir quelque chose d'un peu différent, comme ce cas-ci par exemple, avec deux lignes de rupture, ou bien deux lignes de rupture qui se croisent un petit peu plus bas, comme ce cas-là, avec une ligne de rupture unique jusqu'en haut. On pourrait très bien avoir aussi un autre faciès de rupture qui correspond à celui qui est représenté là-bas et qui est encore un petit peu plus complexe, avec 4 morceaux de dalle qui s'articulent. Alors pour ces 4 modes de ruine, là je vous passe les détails parce qu'en fait c'est juste du calcul et c'est calculoïde, ça ressemble vraiment à la même chose que ce qu'on vient de faire maintenant. Vous pouvez lire tous les détails ici, je vous indique les résultats. Et je vous explique simplement, vous voyez les fonctions d'interpolation qui ont été choisies sont un petit peu plus compliquées. Je vous laisse regarder les résultats si vous êtes intéressé. On récupère des choses qui sont tout à fait similaires pour les expressions des charges à la ruine, des charges plastiques. Sauf que cette fois le x c'est un peu plus compliqué. Le x, le paramètre inconnu, apparaît à la fois dans le u et dans le w. Et puis qu'est-ce qu'on doit faire? On doit minimiser l'expression du P02 indique dans le deuxième mode. On a aussi un P03 dans le troisième mode, etc., etc. Voilà pour le troisième mode, voilà pour le deuxième mode. Okay, et en fonction du paramètre de forme bêta, selon donc on a un barrage qui est plutôt trapu ou plutôt élancé, eh bien on a un minimum qui apparaît à une valeur différente de x. Et donc effectivement on se rend compte que la forme du mécanisme de ruine va changer en fonction du rapport d'aspect du barrage, ou en fonction du rapport d'aspect de la dalle qu'on est en train de regarder. Et on voit que le mécanisme qui nous intéresse ici, donc le second mécanisme, on peut le reprendre ici avec x, cette hauteur-là, qui doit nécessairement être comprise entre 0 et 1, sinon ça n'a pas de sens. Mais en fait, on voit que ce second mécanisme n'a de sens que si bêta est plus grand que bêta étoile, ou dans quel cas, effectivement, on a un x minimum qui est bien compris entre 0 et 1. Sinon, l'extrapolation de la fonction qui nous donne la position du minimum nous montre que le minimum apparaît, oui, bel et bien, il apparaît encore, mais pour des valeurs de x qui sont beaucoup plus grandes que 1. Donc ça n'a pas de sens, et ça veut dire qu'en réalité, le mode de ruine ne sera certainement pas un mode de ruine qui est celui qu'on est en train de considérer maintenant. Ok, on peut faire pareil avec le mode de ruine numéro 3, là on se rend compte par contre que c'est le contraire. Et donc typiquement on va certainement trouver des modes de ruine qui sont appropriés dans une gamme, qui sont appropriés dans une autre gamme de bêta. Et ça veut dire qu'en fonction du rapport d'aspect du barrage qu'on est en train de regarder, on aura plutôt un mode de ruine qui a une forme ou qui a une autre. Ok, voilà effectivement ici les valeurs minimales que j'ai représenté pour les modes de ruine de ce barrage, depuis un barrage qui est un barrage très, très élancé ou très large vers un barrage un peu plus trapu. Bon, je vous laisse découvrir le détail, c'est beaucoup d'équations pour un cas complet. C'est simplement pour vous montrer qu'il est possible de faire des choses assez sympathiques. Vous aurez peut-être l'occasion d'en faire plus tard dans des projets, de façon plus ou moins détaillée et de façon étudiée des solutions paramétriques. Ok, donc on continue dans l'apprentissage des différents problèmes, parce qu'il y a encore d'autres choses qui sont relativement importantes, et la notion de cône de rupture. Ok, la notion de cône de rupture, elle apparaît quand on a des charges concentrées dans des plaques, sur des plaques, comme on va le voir dans un instant. Ou bien des plaques radiales, c'est aussi une autre configuration dans laquelle cette solution ou cette situation peut apparaître. Alors, le problème qu'on va regarder, donc pour étudier ces histoires ces notions de cône de rupture, c'est celui d'une plaque circulaire dont le rayon A est connu. On suppose qu'elle est appuyée simplement sur tout son contour et elle est chargée par une charge uniformément répartie dont l'intensité vaut P.
Alors, vous avez dû voir avec Monsieur Rigaud, indiqué à la section XXX dans mes notes de cours, mais qui ne sont pas encore disponibles, sur l'analyse élastique des plaques circulaires. Vous avez dû voir que la valeur du moment radial et du moment circonférentiel s'exprime par ces deux expressions-là. Et on observe en réalité qu'au centre de la plaque, c'est là que le moment est maximum, quand R est égal à 0. Si R vaut 0, ce terme-là tombe, et vous voyez que mθ est égal à mr. On perd effectivement la notion de directionnalité au centre de la plaque, et le moment mθ est égal au moment mr. Alors on constate que c'est effectivement bien quand R est égal à 0 que mθ est maximum, même si on a l'impression que ça augmente. En fait, ce qui se passe, c'est que mr ici décroît quand R augmente, vous voyez c'est moins, et mr décroît plus vite que ce que le deuxième terme ici ne fait augmenter θ. D'accord? Donc vérifiez-le si vous voulez, mais en fait ce qui se passe c'est que on a bel et bien un moment qui est maximum au centre de la plaque. Et puis, donc en R est égal à 0. Donc c'est exactement à cet endroit-là que les premières plastifications vont apparaître, et elles vont apparaître quand la charge extérieure sera égale à 16 mp+, sur 3 plus nu fois a carré. À ce moment-là, mr est égal à mθ, vaut ceci, et est égal à m plastique. Ok, alors, mais qu'est-ce qu'on voit ensuite? On voit que en chacun des points de la plaque, on voit que mθ est supérieur à mr. mθ est supérieur à mr en chacun des points de la dalle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, la plaque va d'abord périr en créant des rotules plastiques dans la direction θ et pas dans la direction r. Si je regarde la plaque de nouveau comme ceci, si je regarde un élément comme celui-là, c'est le long du mθ qu'on va d'abord avoir de la plastification avant d'en avoir le long de mr. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va avoir des lignes de rupture qui vont se produire tout en même temps. Il n'y a pas de raison qu'il y en ait une qui se produise avant les autres. Et ces lignes de rupture-là, elles sont toutes radiales. Et on va avoir un mécanisme de ruine qu'on va appeler un mécanisme de ruine qui est un cône de rupture. Alors on doit calculer maintenant la valeur du multiplicateur qui correspond à cette ruine. C'est un petit peu plus compliqué parce qu'on a des lignes de rupture qui apparaissent partout. Donc si on suppose qu'on regarde un secteur angulaire dont l'ouverture vaut delta phi, ou vaut d phi, une grandeur qui est infinitésimale et qui peut tendre vers 0, bien on a une dissipation d'énergie sur les deux bords de les deux bords de cet élément infinitésimal. Ce qui nous intéresse en réalité, c'est la rotation relative au niveau de chacune des charnières. Et donc, qu'est-ce qu'on peut calculer? On peut calculer d'abord la rotation. Si le point central tasse d'une quantité delta et que le rayon vaut A, on voit que la rotation de ce petit secteur angulaire-là doit tourner autour de son point d'appui. On ne l'a pas résumé ici, mais on ne l'a pas rappelé ici, mais on a dit que cette dalle circulaire était appuyée sur tout son pourtour. Si elle est appuyée sur son pourtour, ceci constitue une ligne d'appui et c'est exactement la position de l'axe de rotation de ce petit secteur incrémental. Et donc la rotation vaut bel et bien θ AB, autour de l'axe AB, elle vaut bien delta sur 1. Si on regarde maintenant plusieurs secteurs qui sont des secteurs voisins, donc en voilà un, voilà le secteur voisin, voilà encore le secteur voisin ici. Bien, ce qui nous intéresse, c'est de calculer la rotation relative entre les deux. Donc on doit faire θ AB moins son voisin. Donc si je calcule la rotation relative entre ces deux-là, je vais garder θ AA', qui est le voisin de gauche. Je vais lui soustraire moins θ AB, donc θ AB est changé de signe. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est de calculer l'intensité du vecteur qui se trouve ici entre les deux. D'accord? Donc si on connaît la valeur de l'angle delta phi qui est ici, on se rend compte simplement donc, que le delta AA'AB est égal à delta sur 1 fois delta phi. Okay? Donc c'est une grandeur qu'on peut calculer. Okay? Et donc si on veut calculer maintenant l'énergie de déformation plastique dans tous les mécanismes, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit simplement dire qu'on doit intégrer la valeur de m fois A fois la rotation relative, compte tenu du fait que
le moment plastique est égal à MP sur toute la longueur A de la charnière plastique, on doit intégrer cette valeur-là, le A simplifie, donc on intègre MP fois delta fois déphi, on l'intègre de 0 à 2pi pour indiquer qu'on fait la somme des contributions de chacune de ces petites lignes. Et qu'est-ce qu'on obtient? On obtient U est égal à 2pi fois delta fois MP+, ok? Excessivement important. Ce sont des formules dont on aura besoin quand on calculera les propriétés de dissipation d'énergie dans des plats d'about qui sont fixés par des boulons. Vous verrez ça avec Monsieur de Monceau ou bien Monsieur Jaspard. Si on regarde maintenant le travail des forces intérieures, qu'est-ce qu'on a? On a un cône, donc de nouveau, surface de base fois la hauteur, divisé par 3, et fois le P qui était une constante et qu'on a sorti de l'intégrale. Et donc la charge à la ruine vaut 6 fois MP plus sur A carré. Ça c'est la charge de ruine plastique qu'on vient de calculer. On vient de voir quoi? Donc qu'elle ne dépend pas du coefficient de Poisson, c'est logique puisqu'on n'a pas utilisé la loi constitutive ici, et elle est supérieure à la limite d'élasticité d'environ 20%. La limite d'élasticité, on l'avait donnée au début, 16 MP sur 1 carré sur 3 plus nu. 16 sur 3 simplement, ça ferait 5. Et vous voyez qu'ici on est à peu près égal à 6, donc c'est peut-être un petit peu moins que 20%, hein, parce que nu ne vaut pas 0. Donc ce nombre est comparable à l'ordre de grandeur du niveau de redistribution plastique qu'on a attendu pour une structure qui est faiblement hyperstatique, okay, et qui est quelque chose qui est connu. Alors on peut montrer ensuite que le multiplicateur des charges qu'on vient d'obtenir, qui a priori est une estimation par excès, puisqu'on a utilisé la méthode cinématique, on peut montrer qu'il est exact, parce qu'on va appliquer maintenant le théorème statique, et on va montrer que la valeur du diagramme des moments qu'on obtient dans la plaque sous l'effet de cette charge et d'une distribution de charge qu'on peut associer, eh bien en fait est un diagramme des moments qui est statiquement admissible. D'accord? Donc pour faire ça, qu'est-ce qu'on fait? On doit repartir de la relation qui permet donc d'exprimer l'équilibre des moments dans la plaque. Okay, donc ceci c'est l'équilibre entre le moment tangentiel et les moments radials qui existent, ou la relation qui existe plutôt entre les moments intérieurs dans la plaque, que vous avez dû voir avec M. Rigaud dans le cadre de l'analyse élastique des plaques. Et donc en fait, il suffit de s'assurer maintenant que le moment de flexion radiale qui satisfait cette équation différentielle-là fonctionne bien. Et c'est-à-dire fonctionne bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a une valeur d'un moment radial qui est bien compris entre moins MP- et plus MP+. Sachant que le mθ, on l'a fixé égal à MP, parce que dans la direction circonférentielle, on a atteint la valeur du moment plastique. Ok, donc il faut résoudre une équation différentielle. On connaît la valeur de la condition limite, qui est que mr de 1 est égal à 0. Si on tient compte du fait qu'on connaît la valeur de P à la ruine, et donc la valeur de l'effort de cisaillement circonférentiel, on le répartit, ça nous donne la valeur de TR à introduire dans cette expression-là. On connaît le membre de droite qui apparaît ici, et connaissant le membre de droite qui apparaît, on peut intégrer une première fois pour calculer R fois MR, donc voilà la dérivée de M par rapport à R. On utilise la condition limite pour déterminer la constante d'intégration, et on calcule ensuite MR sur MP+. Et voilà, ou la condition limite, on peut l'utiliser après, peu importe, c'est la même chose. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'en réalité, la constante doit disparaître, hein, parce que quand R est égal à A, on n'a que le moment vaut 0. Et donc, on voit bel et bien que le moment radial sur le moment plastique est bien quelque chose qui part de 0 au bord et qui est égal à 1 au centre, c'est-à-dire quand R est égal à 0, ceci disparaît, on a bien une valeur qui est égale à 1. Ok, et donc en fait ça veut dire quoi? Oui, on appelle ce point-là un point sphérique, le point central, un point sphérique, car le moment vaut MP+, dans toutes les directions, mais ça veut surtout dire que quoi? Que le moment est bel et bien inférieur au moment plastique partout, et donc on a un diagramme des moments qui est un diagramme qui est statiquement admissible, et donc on a effectivement trouvé le bon mécanisme à la ruine. Ok, je vous propose une petite pause, si vous voulez, donc n'hésitez pas à faire un break sur la vidéo. Et puis on continue ensuite avec l'optimisation d'une figure de ruine à ligne ou à cône de rupture.
Alors, donc pour illustrer encore les choses de manière un peu plus avancée, bien, je vous demande, je vous conseille ou je vous invite à considérer plutôt ce problème-là, qui est celui d'une plaque qui est très très longue, qui est appuyée sur deux bords parallèles. La largeur de la plaque, vaut L, est connue, et cette plaque est sollicitée à une charge qui est une charge concentrée ici, à mi-largeur de la plaque. Alors un mécanisme, ou deux mécanismes en tout cas, qui pourraient potentiellement nous intéresser sont représentés ici. Le premier est un mécanisme à 4 morceaux de plaque, donc où on aurait deux zones qui sont deux zones fixes et qui ne bougent pas du tout, donc ici jusqu'à l'infini. On suppose que la zone d'influence de la force est limitée dans l'espace à une étendue qui s'exprime par un paramètre, alpha, donc une étendue 2 alpha ici. Et on suppose donc qu'on a 4 éléments de plaque. Donc là, puisque le bord est appuyé, on n'a pas de dissipation. Ici, on a une zone de dissipation avec un moment de flexion négatif. Là, on a une zone de dissipation avec un moment de flexion négatif, puisque c'est comme si c'était encastré. Et puis par contre, on a les 4 autres avec un moment de flexion qui est un moment de flexion positif, MP+. Et puis, par contre, dans un deuxième schéma de rupture, qu'est-ce qu'on a? Bien, on aurait exactement ceci, avec un moment de flexion négatif ici, sur une zone qui est une zone circulaire, et un rayon ici qui est un paramètre à déterminer. Et puis on aurait éventuellement donc un cône de rupture, qui est le cône de rupture représenté par tous les traits radiaux qu'on voit là-bas. Et donc dans ce cas-là, on a une zone qui est une zone triangulaire ici, qui ne se déforme pas, une zone triangulaire ici, qui ne se déforme pas, qui est un peu associable aux deux zones 2 et 4 de l'autre mécanisme. Et puis on a deux éventails de rupture. Alors on va calculer le mécanisme dans les deux cas. Bon alors, dans un cas comme dans l'autre, on peut calculer le travail des forces extérieures, P, comme étant P fois delta, parce qu'on a une charge concentrée P, et le point central tasse de delta. Donc le travail de la charge extérieure, c'est P fois delta. C'est facile. Ensuite, l'énergie qui est dissipée sur les charnières plastiques, ben, dans le premier cas, elle se compose de deux choses. Elle se compose de U- sur les charnières en flexion négative et de U+ sur les charnières en flexion positive. Alors si on veut calculer U-, bien, il va nous falloir la rotation le long de chacune des charnières. Donc si je regarde cette première charnière-là, la rotation, θ, je vais l'appeler θ1, elle vaut quoi? Ben, on sait bien que le point central tasse de delta, et lui, il se trouve à une quantité, à une distance alpha de l'axe de rotation. Donc la rotation vaut delta 0 sur L, θ1. La rotation, c'est la rotation relative, puisque la partie grisée ne se déforme pas. L, c'est la largeur de la plaque, c'est en même temps la longueur de la charnière. MP, c'est la valeur du moment négatif, et je fais x2 parce qu'il y a deux charnières négatives. Ok, donc on a 2 MP négatif fois un L sur alpha fois delta 0, c'est une autre manière de l'écrire. À ça, on doit ajouter les rotations sur les charnières positives. Bon, ça en fait, c'est exactement la même chose que ce qu'on a fait préalablement. La seule différence, c'est que éventuellement, ça peut être un rectangle, parce que alpha, ici, n'est pas nécessairement égal à L. D'accord? Donc, je passe un peu rapidement, vous pourrez voir les détails, ça n'a pas énormément d'intérêt. On voit que le delta relatif s'exprime sous cette forme-là. On a un travail positif, U+, où de nouveau, vous voyez que même principe que ce que j'expliquais tout à l'heure, les racines carrées doivent nécessairement s'annuler parce qu'on a calculé les rotations relatives et les longueurs sur lesquelles les charnières travaillent de la même manière. Et ceci nous donne donc l'expression qui est l'expression suivante. Donc on a la somme des deux, donc en traduisant que le fait que W est égal à la somme des deux U, on obtient une expression pour la charge, c'est une charge concentrée à la ruine. Et cette charge concentrée à la ruine, elle s'exprime en fonction de MP-, de MP+, et de notre paramètre alpha. On obtient donc la valeur du paramètre alpha en minimisant P plus de alpha. Donc on va calculer la dérivée de P par rapport à alpha. Je passe les détails de nouveau parce que ça n'a probablement pas beaucoup d'intérêt. Et on obtient la valeur du alpha optimum. Pour cette valeur du alpha optimum, maintenant, on peut calculer la valeur minimale de P. Donc il suffit de remplacer alpha dans l'expression ici tout en haut de l'écran par alpha optimum. Et en faisant ça, on se rend compte qu'on obtient quelque chose qui est donné par cette expression-là. Si en particulier MP+ est égal à MP-, on obtient
une charge concentrée qui vaut à 11,31 MP. C'est un peu particulier comme relation, mais il faut savoir que MP, je vous le rappelle, ce sont des newtons fois mètre par mètre, donc ça a bel et bien les unités d'une charge concentrée. Ok, donc on aurait ici les unités de la charge concentrée à la ruine. Et en fait, alpha optimum, vous voyez si on prend la racine carrée de ceci, va nous donner quelque chose comme L demi fois la racine carrée de MP plus MP moins sur MP plus. Donc si MP plus est égal à MP moins, ceci va nous donner racine carrée de 2 sur 2 fois L. Donc un alpha optimum qui est plus petit que L. Pour autant que la dalle soit armée, si c'est une dalle en béton armée, pour autant que la dalle soit armée en fibre supérieure et en fibre inférieure de la même manière, c'est-à-dire que vous ayez mis ici les armatures négatives qui correspondent ici aux armatures positives. Okay, et donc dans ce cas-là, on voit qu'en fait le faciès de rupture a tendance à être un petit peu plus trapu, que ce qui est dessiné sur mon dessin de départ. Okay, donc ça c'est dans le cas MP plus égale MP moins. Bien sûr, si MP moins augmente par rapport à MP plus, on peut augmenter la valeur du ratio alpha optimum sur L. On pourrait même obtenir un alpha optimum égal à L. Ok, c'est pas impossible. Ok. On continue ensuite avec la zone de rupture en éventail. Bien, qu'est-ce qu'on a dans la zone de rupture en éventail? Mais on a deux choses. Il y a un U- qui correspond à la dissipation sur la partie en arc, et il y aura des U+ qui vont correspondre aux dissipations le long de chacune des charnières sur le long du cône de rupture. Donc si on commence par le U-, mais qu'est-ce qu'on va faire? On doit dire que le R fois delta 0 sur R, R défi, ça c'est la petite longueur incrémentale, c'est la petite longueur incrémentale sur laquelle on a la valeur du moment négatif, voilà, le voilà ici, R défi, voilà la valeur du moment, et la valeur de la rotation, ouais, je ne l'ai pas indiqué, mais la valeur de la rotation vaut delta 0 sur R. Ok, donc la rotation θ est égale à delta 0 sur R, ça doit être dans le texte, mais ce n'est pas illustré sur le dessin. La longueur, je vais écrire dl, parce que c'est une longueur infinitésimale, vaut R dφ, et la valeur du moment vaut mp-. Ok, donc le produit de ces trois quantités, et puis l'intégrale de moins phi demi à plus phi demi, va nous donner simplement la valeur du travail qui est dissipé le long de cette charnière négative. On peut faire ensuite la même chose le long de la charnière positive. Là, on a deux contributions. On a une première contribution qui est la même que celle qu'on a vue précédemment, qui correspond à la contribution sur chacune de ces lignes, avec les rotations relatives entre chacune d'entre elles. Et puis, au bout du compte, il y a la dernière ici qui est différente. Pourquoi? Parce que le triangle là au-dessus ne se déforme pas. Donc, lui, si, d'accord, il va tourner, il ne se déforme pas, mais il va tourner malgré tout. Il va tourner d'une quantité qui vaut bien simplement delta 0 divisé par L demi. Et par contre, le dernier quartier va tourner aussi d'une certaine quantité. Et donc, on a un travail qui est un travail supplémentaire qui correspond au travail, je vais vous passer les détails du calcul, qui correspond au travail positif sur les extrémités du cône. Bien, voilà, tout calcul fait. On a un U+ qui vaut ceci, U+, plus U-. De nouveau, on l'égale à W. Et en faisant ça, on calcule une valeur de P. Qu'est-ce qu'on trouve? On trouve quelque chose qui dépend de MP+, de MP-, et du paramètre phi, qui est le paramètre qu'on a gardé. Qu'est-ce qu'on veut faire? Trouver la solution optimale. Donc on dérive P par rapport à phi. Ok, c'est des mathématiques. On obtient une équation qui va nous donner la valeur du phi optimum, ou du sinus du phi optimum, qui est donnée par ceci. Et ensuite, dès qu'on a trouvé ça, on peut remplacer cette valeur de phi optimum de manière à calculer le P+, qui est optimum. En particulier, si MP+ est égal à MP-, on se rend compte que le phi optimum vaut 90 degrés, tiens donc, et la valeur maximale de la charge est un petit peu plus basse que ce qu'on avait tout à l'heure. On passe de 11,31 à 10,28. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le mécanisme en éventail, en réalité, est plus proche du mécanisme réel que le mécanisme en pyramide.
Ok. Et voilà donc plus ou moins ce que je voulais vous expliquer jusqu'ici. Je vois que la suite n'est pas chargée.